Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Voici le résumé express de l'actu du jour. Coup de grogne chez les psychologues à l'échelle locale aussi. Les annonces d'Emmanuel Macron à l'issue des assises de la santé mentale et de la psychiatrie sont loin de convaincre les psychologues. Autre coup de grogne, celui des chauffeurs des cars de la société Keolis 3 Frontières. Ils dénoncent leurs conditions de travail et demandent une revalorisation de leur salaire. Aujourd'hui, c'est jour de grève, d'où des perturbations du trafic, notamment pour les transports scolaires. Ça roule en revanche pour les jeunes cyclistes. Quelques 120 coureurs de 17-18 ans participent depuis hier au LVM Saarland Trofeo. Partis d'Ambach, ils vont traverser plusieurs communes de l'arrondissement de Sarreguemines et du Land de Sarre jusqu'au 3 octobre. Un départ et une arrivée, dernier jour avant la retraite pour l'ouvrier municipal de Bérenthal, mais la relève est assurée. Après 38 ans au service de la commune, Rémi Kaufmann cède la place à Antonin. Extension de la ZAC Edison et construction du nouvel IFSI. Même si l'annonce tant attendue de la signature de Reg Solar n'est pas encore d'actualité, les dossiers avancent à la casque. Les conseillers communautaires se sont réunis en séance plénière pour faire le point. Et ce conseil communautaire de la casque, Guillaume, tu y as assisté hier soir. Que vas-tu développer dans ta chronique ? Alors on va parler effectivement de la construction du nouvel IFSI, donc plus communément appelé comme l'école d'inf, l'école d'infirmiers et l'école d'infirmières. Et il va bientôt voir le jour en décembre 2023. On devrait le voir aux côtés de de l'hôpital Robert Pax. Tu nous diras ça en détail dans un instant. Dans cette émission, on parlera aussi du passé, un phénomène climatique qui est resté dans toutes les mémoires, la tempête de 99. On commence cette émission avec l'actu, très attendue par les professionnels. Cette semaine se sont tenues les assises de la santé mentale et de la psychiatrie. Le but, faire un état des lieux du secteur. Emmanuel Macron s'est exprimé mardi pour la clôture. Il a entre autres annoncé le remboursement des consultations chez les psychologues libéraux à partir de 3 ans. Une démarche bonne sur le papier, mais pas pour les professionnels de la santé. Véronique Kaufholz, psychologue au CHS de Sarreguemines, nous explique que les conditions pour en bénéficier sont restreintes. Pour pouvoir bénéficier d'un remboursement de consultation chez un psychologue, auprès d'un psychologue, il faut déjà se rendre chez son médecin généraliste qui va évaluer l'état psychique. Je ne sais pas comment il a les compétences pour faire ça, mais évaluer effectivement l'état psychique dans lequel se trouve son patient. Et si ce patient rentre dans la catégorie, enfin en tout cas s'il souffre, si le médecin estime qu'il souffre de troubles anxieux ou dépressifs d'intensité légère, à modérer, et il va pouvoir entrer dans ce dispositif-là. Sinon, il ne pourra pas en bénéficier. Ce qu'on dénonce également, c'est la tarification, enfin le prix. Qui a été validé, un prix de 40 € la séance, la première séance, ensuite 30 € les séances suivantes. C'est juste totalement indécent par rapport à la formation des psychologues, par rapport au travail qu'ils font. Les psychologues ne voient pas les patients pendant 10 minutes, les psychologues voient les patients au minimum pendant 45 minutes, voire 1 heure, voire 1 heure et demie. Je veux dire, s'ils veulent pouvoir vivre de leur travail, il faudrait qu'ils le pratiquent une sorte d'abattage, ce qui est juste éthiquement absolument impensable. Toujours dans le domaine de la santé, mais cette fois concernant la vaccination contre le Covid. Je vous avais annoncé vendredi dernier les changements d'horaire pour les centres de vaccination de Sarreguemines et Bitche. C'est effectif depuis lundi, mais la fréquentation est basse. Alors, piqûre de rappel, vous pouvez vous rendre avec ou sans rendez-vous au CHS de Sarreguemines les lundis et samedis de 9h à 16h30, ainsi que les mercredis de 13h30 à 20h. Le centre de vaccination de Bitche est quant à lui accessible les lundis, mercredis et vendredis de 9h à 16h. Et cela concerne aussi bien la première et la deuxième injection pour les plus de 12 ans que la troisième injection pour les plus de 65 ans. Vous l'avez peut-être remarqué en voulant prendre les transports en commun, des grèves sont en cours toute la journée avec une perturbation du trafic. Exemple chez Keolis 3 Frontières où plusieurs conducteurs de cars se mobilisent pour dénoncer leurs conditions de travail. Retour en images sur les premières minutes du mouvement dans ce reportage d'Uranie Tozic. Ils sont une petite dizaine ce matin à faire le pied de grue devant le dépôt de cars Keolis. Ces chauffeurs ont déposé un préavis de grève ce 1er octobre pour dénoncer leurs conditions de travail et demander une revalorisation de leur salaire. Alors, les premières revendications, c'est sur le taux horaire, donc un taux horaire particulièrement faible qui est légèrement supérieur au SMIC. Les conditions de travail sont très difficiles, qui ne correspondent pas au salaire qu'on a.
les conditions de travail, surtout les grandes coupures, qui sont payées par exemple, vous êtes en coupure 8 heures, vous êtes payé que 2 heures, donc payé à 25%. Des amplitudes énormes, une vie de famille difficile, avec des départs de 14 heures pendant 14-15 heures par jour. Ces revendications ont été faites auprès de la direction locale dès le 13 septembre dernier. Dans les locaux sarregueminois, la direction du siège de Metz est présente. Elle entend améliorer certains points. Alors peut-être réduire des coupures à l'extérieur du dépôt, peut-être réoptimiser de manière à améliorer les conditions de travail, peut-être réduire un petit peu l'amplitude des conducteurs. Voilà, mais c'est un travail au global qui est mené par les équipes actuellement. Ce mouvement a donné lieu à deux réunions de négociation, voilà, avec un certain nombre de propositions et d'autres encore en cours d'étude. Une autre réunion pour évoquer les salaires est prévue début novembre. Cette grève pourrait être reconduite si les négociations n'aboutissent pas. Et comme beaucoup d'entreprises, Keolis 3 Frontières peine à recruter. En ce moment, 3 à 4 conducteurs sont recherchés sur le secteur de la casque. Pour rappel, l'entreprise couvre une quinzaine de lignes sur l'arrondissement. Ça roule bien côté vélo. La compétition LVM Saarland Trofeo a débuté pendant 4 jours. Plusieurs jeunes cyclistes s'élancent sur les routes de Moselle et de Sarre. La première étape de cette course de haut niveau a commencé à Ambach hier après-midi. Reportage de Christelle Reviaco et Thibaut Desmerlet. Les meilleures équipes internationales juniors en cyclisme ont répondu présentes à Ambach pour la première étape de la LVM Saarland Trofeo. Cette compétition qui rentre en compte pour la Coupe du Monde rassemble plus de 120 jeunes coureurs dont fait partie le sarregueminois Quentin Christ. Les 20 équipes vont traverser des communes de part et d'autre de la frontière. Pour la première journée, ils sont passés par Ambach, Roth, Neufgrange, Sarreguemines et ont fini la course à Hommersheim en Allemagne. L'événement se poursuit aujourd'hui et demain. La prochaine étape sera cet après-midi à Bexbach et en France ce samedi à Bitche. Et n'hésitez pas à les soutenir, mais faites attention sur la route, c'est bien signalé, respectez tout ce qui vous est demandé pour ne pas mettre en danger ces jeunes cyclistes. Après 38 ans de bons et loyaux services, Rémi Kaufmann, l'un des 2 ouvriers municipaux de Bérenthal, a pris sa retraite. Aujourd'hui, il laisse désormais la place à la jeunesse. Morane Grandcola l'a rencontré hier pour son tout dernier jour de travail. Tu appuies sur le bouton là pour éteindre et toute l'installation qui se met hors service. Okay, voilà. Quelques dernières instructions avant de raccrocher définitivement sa veste d'ouvrier municipal. Rémi Kaufmann profite de son dernier jour pour achever la formation de son successeur. Après des années de bons et loyaux services, il passe désormais le flambeau pour profiter de sa retraite. Ça me fait un peu drôle. Ça ne m'aurait pas dérangé de rester encore 1 an ou 2, mais c'est bon. Il faut laisser la place aux jeunes. Ce sera à lui d'assumer l'année prochaine. Mais s'il y a un problème, je serai toujours là pour me contacter, il n'y a pas de problème. Rémi Kaufmann se souvient de toutes ces années au service de la commune. En 38 ans, il en a vu passer du monde, même si certains sont partis trop tôt. Oh bah, pas mal, en 38 ans, il y a tout le monde qui connaît. Je suis dans l'inventaire. Je fais partie de l'inventaire du camping. Ouais. Ouais, c'était bien, je regrette rien. À part mes 2 anciens collègues là, qui sont partis un peu trop tôt, quoi. Qui ne sont pas arrivés à la retraite. Voilà. Et la relève, elle est entre de bonnes mains, je pense. Avec Sébastien et Antonin, il n'y a pas de problème. Antonin, c'est lui. Il s'occupera de l'entretien de la commune à son départ. Le métier, il le connaît car il a déjà occupé ce poste en saisonnier cet été. Cette fois, c'est pour de bon. Et devenir le nouvel ouvrier municipal représente pour lui une énorme responsabilité. C'est un honneur parce que c'est un peu la figure emblématique de la commune. Il a passé 38 ans à travailler ici. Maintenant, j'espère surtout être à la hauteur et de ses attentes et pas le décevoir, quoi. C'est désormais la fin d'une carrière exemplaire pour Rémi Kaufmann. Il laisse maintenant sa place à la relève. Et voilà, bonne chance et bonne continuation. Merci encore et bonne retraite à toi. Merci. Antonin. Et oui, bonne retraite. Et puis hier soir, la mairie de Bérenthal a organisé un vin d'honneur pour son départ avant de lui remettre la médaille du travail pour son engagement exemplaire. Séance de travail pour les élus à Woustviller. Les membres du Conseil de la Casque ont pris l'habitude maintenant de se réunir au W, une salle plus grande que celle du château Hutschneider, de quoi respecter la distanciation sociale à une époque où le coronavirus circule toujours. Les amateurs d'annonces fracassantes ont certainement été un peu déçus hier, mais des dossiers avancent. Guillaume Dumontagne nous en dit plus.
Je n'ai pas d'annonce particulière à faire ce soir et je pense que celle que nous attendons tous dans le domaine du développement économique passera probablement par une autre voie que celle du Conseil communautaire. Pas de grandes annonces donc concernant Rexsolar, ce projet d'implantation d'une usine de construction de panneaux photovoltaïques à Ambach qui pourrait permettre la création de 2500 emplois. Néanmoins, les planètes seraient en train de s'aligner et le projet pourrait donc aboutir. La Casque travaille ainsi patiemment sur différents dossiers. C'est par exemple le cas en ce qui concerne à Sarreguemines l'extension de la ZAC Edison avec l'aménagement du site de l'ancien Conforama, aujourd'hui en friche. Faute d'accord avec les propriétaires, l'Interco a un peu décidé de passer en force. Nous arrivons aujourd'hui à une procédure d'expropriation que nous mettrons en œuvre sur la base de l'estimation des domaines. Près de 7,5 hectares sont concernés. Entre l'acquisition du foncier et l'aménagement du secteur nord de la ZAC Edison, le montant prévisionnel des investissements s'élève à 3 339 000 €. Pour ce faire, la Casque va solliciter 2 subventions, respectivement de 500 000 € et de 2 160 000 €. Outre le développement économique, d'autres thématiques ont été abordées hier soir à Vousvillers. On a parlé culture avec les enfants du charbon et le festival Les Étendards, nature avec des itinéraires de promenade et le papillon azuré des Palus, ou encore sport avec la création d'un fonds de concours pour aider les communes à financer la réhabilitation ou la construction de gymnases. Et ce conseil communautaire, c'est le thème de la chronique politique d'aujourd'hui. Alors Guillaume, tu as terminé ton reportage en évoquant différents projets de chantier. Il y en a un, pour rester dans la même thématique, qui semble aboutir, enfin, pourrait-on dire. Oui, effectivement. Depuis des années, on en parle. On va dire, depuis 20 ans, les responsables de l'IFSI de Sarreguemines, actuellement situé à côté de l'ancien hôpital du Parc, souhaitent déménager dans des locaux moins vétustes et plus fonctionnels. Eh bien, leur vœu devrait bientôt être exaucé. Un nouvel IFSI, Institut de formation en soins infirmiers, devrait être livré en décembre 2023. Et oui, effectivement, ça fait longtemps qu'on en parle. Alors, on savait déjà que ce nouvel IFSI serait construit à proximité de l'hôpital Robert Pax. Est-ce qu'on sait maintenant exactement où ? Alors je vous propose de regarder attentivement cette image et je vais faire un petit peu appel à tes services pour que les gens comprennent mieux. Alors pour se rendre dans leur prochain lieu de formation, les quelques 240 étudiants, les professeurs et les membres du personnel administratif devront circuler en direction des urgences. D'accord, donc en fait il y a le rond-point qui permet d'accéder au parking et il faut prendre l'autre direction pour aller vers les urgences. Voilà. Et ensuite il faut continuer d'emprunter la route, donc de passer devant les urgences. On contourne le parking qu'on voit actuellement à droite et le nouvel IFSI en fait sera entre cette fameuse rue qui passe devant les urgences et puis le réservoir qu'on voit tout en haut. Voilà, donc là où il y a le terrain vert en fait. D'accord, et quelles sont les caractéristiques de ce bâtiment ? Est-ce qu'on en sait un peu plus ? Effectivement, le nouvel IFSI aura une surface de 1280 m². Il y aura 2 étages avec au rez-de-chaussée notamment 2 amphithéâtres. Autre problématique qui se pose actuellement aux étudiants et aux professeurs dans l'IFSI actuel, le stationnement. Eh bien ici, ils auront de la place pour parquer leurs véhicules. Le nouvel IFSI disposera d'un parking en étage, l'architecte ayant en effet décidé d'utiliser la déclivité du terrain dans un souci de recherche d'efficacité et d'esthétisme. Alors il faut qu'on parle aussi de prix. En général, c'est toujours côté financier que le bas blesse. Quel est le montant de cet investissement ? Alors près de 5 millions d'euros et je vous propose d'écouter d'ailleurs à ce sujet le président de l'Interco. C'est la région qui est en réalité compétente en la matière, mais ils ne peuvent pas financer 36 établissements à la fois. Et pour que nous puissions rapidement arriver à un projet définitif et digne de ce nom, nous sommes engagés dans un portage, dans un préfinancement de cette opération. Au niveau du montant, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a à peu près une dépense totale de 5 millions d'euros. La région, qui a la compétence de l'enseignement supérieur, apportera une manne financière à hauteur de 3 600 000 euros. Quand on avait été voir le président de région avec Hollande pour proposer le dossier, ça fait déjà un petit moment, c'était avant la crise sanitaire à l'époque.
Le dossier avait déjà eu bon accueil, mais je pense que le contexte sanitaire et tout ce qu'on a pu dire autour de la formation des personnels soignants a encore appuyé notre dossier. Donc je pense qu'on est vraiment là sur quelque chose de très porteur aujourd'hui et d'où l'importance du financement. Le reste du financement aurait dû être normalement assuré par de l'autofinancement, mais les élus, hier soir, réunis en conseil communautaire, ont décidé de demander 2 subventions supplémentaires dans le cadre de la DETR des îles à hauteur de 360 000 €. Et la CASC espère ainsi percevoir cette somme-là pour lui permettre de financer ce projet. Et on a beaucoup parlé de gros sous. Ce que je te propose maintenant, c'est d'écouter le président Roth à propos des travaux qui vont bientôt commencer. La phase suivante, ce sera la construction, en espérant que les délais puissent être respectés et que nos élèves infirmiers puissent le plus rapidement possible avoir un bel outil de formation. En tout cas, c'est ce que nous cherchons. La livraison du bâtiment est donc prévue pour décembre 2023. Ce sera en quelque sorte un beau cadeau de Noël. On l'espère en tout cas. Merci Guillaume. Et puis on suivra ça de près. En attendant, voici les prévisions de Météo France pour demain. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde. Pour demain, le matin sera voilé et couvert, mais la couche nuageuse se déchire peu à peu pour laisser place à de belles éclaircies l'après-midi. On passera ensuite une belle journée sous des températures agréables avec 11 à 12 degrés au plus frais et 17 à 20 degrés au plus chaud de la journée. Demain, nous fêtons les légers. Il fera jour de 7h33 à 19h08. Passez tous une belle journée et à demain. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. À partir du 1er novembre, nouvelle réglementation pneus hiver. Faites confiance à Speedy. Pour vos pneus, faites confiance à Speedy, 34 rue Maréchal Foch à Sarreguemines. Le grand marché des producteurs vous attend le 10 octobre à Sarreguemines. À l'esplanade du Casino, venez rencontrer les producteurs locaux et retrouver les bons produits du terroir lorrain. Restauration sur place tout au long de la journée. Profitez aussi d'animations avec une mini-ferme et des balades en bateau sur la Sarre. Un événement organisé par la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence en partenariat avec la ville de Sarreguemines. Le grand marché des producteurs, c'est le 10 octobre à l'esplanade du Casino de Sarreguemines. Pour profiter des beaux jours en toute sécurité, adoptez le tricycle. Fini les difficultés dans les montées grâce à notre modèle muni d'un moteur et d'une batterie rechargeable. En ville ou sur les routes de campagne, le tricycle est l'alternative idéale au vélo. Découvrez aussi nos modèles pour enfants. Demandez conseil auprès de nos conseillers AVS Médical. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Il y a une date dont se souviennent tous ceux qui l'ont vécu, voire subi. Le 26 décembre 1999, ça vous revient ? Eh oui, la tempête du siècle, elle a fait de gros dégâts dans le secteur et elle a eu de nombreuses conséquences. Dans Rétrovision, on vous propose un retour sur cet événement avec les images d'époque. Je vous laisse contempler l'ampleur des dégâts en vous souhaitant quand même un très bon week-end. C'est une affaire française, une affaire européenne. Le plaisir qu'on a de vivre dans une démocratie. L'important, c'est d'avoir vécu un moment ensemble. Depuis 1997, dans le pays de Bitche, depuis 2005 à Sarreguemines et Sarralbe, des JRI sillonnent l'arrondissement pour relater l'info locale. Des heures d'archives ont ainsi été enregistrées sur des cassettes, des DVD, des disques durs et des serveurs. La mémoire audiovisuelle du territoire. Phénomène météorologique exceptionnel, la tempête du 26 décembre 1999 a fait de gros dégâts dans tout le secteur. Toitures envolées, mais surtout une forêt sinistrée qui mettra des années à se relever. Les habitants du pays de Bitche se souviendront sans doute longtemps de ce lendemain de Noël 99. La tempête qui a balayé le pays d'ouest en est a été d'une violence inégalée. 470 000 foyers privés d'électricité rien que dans notre département. L'hôpital de Bitche a accueilli et soigné 4 victimes de ce cataclysme. Et les pompiers de tout le secteur sont intervenus près de 500 fois pour dégager les axes routiers et réparer les toitures envolées.
La tempête du siècle, c'est ce qui restera dans les mémoires de tous les sinistrés. Au pays de Beach, le secteur le plus touché est celui des hauteurs de Göteborg-Lemberg. Les vents de 150 km/h du 26 décembre dernier ont jeté à terre, dans les forêts du Beecherland, 150 000 m3 de bois. Et encore, ce n'est qu'une première estimation des dégâts. La rapide mise en œuvre des moyens dont dispose l'ONF a nécessité le rappel des bûcherons qui, pour la plupart, étaient en congé pour les fêtes de fin d'année. Entrés en action dès les premières heures qui ont suivi la tempête, les agents forestiers réparent les dégâts selon un programme préétabli. Depuis, disons, le lundi matin 27, le premier souci de l'ONF, c'était de participer au débarrage des routes publiques. Comme par exemple le Lindel, la route qui mène de Bannstein à Mutterhus, la route qui mène de Mutterhus à Beach. Donc ce sont les équipes de l'ONF, les bûcherons du groupe technique des Gelsart, qui ont débarré cela. Dans un deuxième temps, il a fallu débarrer les routes forestières, et notamment celles qui mènent aux maisons forestières. Ensuite, il a fallu débarrer les chemins forestiers. Sur le groupe technique des Gelsart, vous avez 240 km de chemins forestiers en terrain naturel. Sur ces chemins forestiers, il y a des quantités de bois qui ont été vendues et il faut les sortir. Il faut que le public puisse circuler, il faut que les bûcherons puissent y aller, il faut que les forestiers puissent circuler et il faut pouvoir faire l'inventaire du désastre, entre guillemets. Il faut pouvoir y aller pour voir exactement ce qui se passe à l'intérieur, pour faire le diagnostic du problème et pour faire le constat et les inventaires. Donc débarrage des routes publiques, puis des chemins forestiers dans un premier temps, et dans le troisième temps, passer à l'inventaire comme j'ai dit. Et pour passer à cet inventaire, il faut auparavant débarrer les chemins forestiers. Que ce soit sur une route goudronnée ou sur un chemin naturel, la technique reste la même. Cette opération est réalisée de la manière suivante. Deux bûcherons passent de part et d'autre du côté du chemin sur les accotements et coupent l'arbre des deux côtés. Donc le billon ou le tronçon, si vous voulez, qui reste, il est poussé par le tracteur. Et on avance de cette manière. Là, nous irons à l'arbre suivant et nous ferons exactement la même chose. Alors, des fois, nous avançons, à raison de 2 km par heure et des fois, nous avançons de 200 mètres par heure. Ça dépend du nombre d'arbres qui barrent le chemin. Il est arrivé que le 27 décembre, par exemple, au matin, on commence à débarrer et puis 3 jours après, c'était de nouveau barré. Pourquoi c'était barré? Parce que les arbres qui étaient à côté étaient trop penchés. Alors, sous le poids de la pluie, si vous voulez, ou encore sous l'effet d'un petit vent, d'une petite saute de vent, cet arbre qui était déstabilisé dans ses racines, cet arbre s'est recouché sur la chaussée, quoi. Voilà. Et donc on peut comprendre par là que s'aventurer en forêt est une opération dangereuse. Ah, c'est tout à fait exact, c'est-à-dire ça montre bien le bon sens de l'arrêté qui a demandé à ce que les gens n'aillent pas en forêt pendant un certain temps au moins, parce qu'il y a encore trop de branches. Comme ici, par exemple, il y a encore trop d'arbres qui sont déstabilisés et qui peuvent présenter un danger pour le public. L'ouverture des chemins rend l'accès aux différentes parcelles de forêt possible. En voici une dont les dégâts sont énormes. Une équipe technique de l'ONF s'est aventurée dans ce paysage apocalyptique pour en faire l'inventaire. Donc dans la parcelle où nous sommes, qui est une parcelle en régénération, où vous voyez pousser du jeune semis, les arbres sont tombés. 90% des arbres qui étaient ici, qui ont ombragé le semis naissant, sont tombés. Et en ce moment, nous faisons l'inventaire. Vous avez vu tout à l'heure les forestiers qui marquent les arbres, qui mettent donc le marteau de l'État et qui prennent le diamètre des arbres pour que nous, on puisse savoir très rapidement, au bout de quelques jours, nous saurons avec beaucoup plus de précision les essences qui sont tombées, la proportion de pins, la proportion d'épicéas, la proportion de hêtres, la proportion de chênes, et pour que nous puissions mesurer exactement l'ampleur du désastre essence par essence et savoir où intervenir, où intervenir, comment intervenir et pourquoi intervenir en premier dans une parcelle et attendre d'intervenir dans la troisième parcelle plus tard. Malheureusement, la tempête a déversé sur le marché une trop grande quantité de bois que les scieries ne pourront pas absorber. On comprend donc la préoccupation de l'Office national des forêts, le stockage de tout ce bois. Une opération qui doit être faite au plus vite, sinon les troncs serviront de résidence pour champignons et autres insectes. Ici, vous avez un exemple réussi
de la manière de pouvoir conserver du bois. Parce que le problème qui se pose là, ça va être le suivant. Il va falloir sortir ces bois de forêt, les façonner, les débarder, et puis ensuite le marché sera totalement inondé. Il y aura un surplus sur le marché. Les cours, bien sûr, vont, je dirais pas s'effondrer, mais la valeur du bois va baisser. Et tout ce bois si on n'arrive pas à le mobiliser assez vite, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être en forêt des élevages ou, si vous voulez, des cultures de champignons, des cultures d'insectes et de vers qui vont se développer dans les bois qu'on n'a pas mobilisés suffisamment vite. Donc il faut éviter cela parce que ces insectes vont aller coloniser les arbres sains, des peuplements d'à côté. Donc il faut sortir le bois vite, il faudrait pouvoir scier ce bois très vite, il faudrait pouvoir le sécher et le traiter, et ça c'est des problèmes qui nous déborde à l'heure qu'il est. Il faut conserver ce bois, il faut le conserver. Et ça, après 1990, un exemple réussi, c'est un étang où régulièrement on déverse du bois dedans. Il a été loué par l'ONF à un scieur de la région. Et ce scieur, voyez-vous, ils sont inondés, ils sont immergés dans l'eau. Et les bois que vous voyez au-dessus, ce sont des bois de très peu de valeur, qui sont simplement faits pour alourdir, pour plomber. Et les beaux bois que vous voyez en dessous, ce sont des déroulages, ce sont des hêtres de très grosse qualité qui sont conservés ici des fois pendant 2, 3 ou 4 ans. Dans le pays de Bitche, l'ONF possède de nombreux étangs capables d'accueillir de grosses quantités de bois comme celle-ci. Manque de chance, ces étangs, à quelques exceptions près, ne sont plus du tout entretenus et leurs vannes, qui permettent d'évacuer l'eau pour la dépose et la récupération des troncs, sont pour la plupart détériorées. Il faut espérer que nous saurons tirer les conséquences de cette tempête et que dans un proche avenir, ces petites étendues d'eau soient à nouveau opérationnelles. On se souvient tous des vents de plus de 150 km/h qui ont traversé le pays de Bitche, laissant derrière eux un paysage pour le moins apocalyptique. La parcelle 175, située en forêt domaniale de Mouterrouze, n'a pas échappé au rugissement de la dernière tempête. Dans cette parcelle, où il ne reste que très peu de hêtres enracinés, on constate deux types de dégâts. Certains arbres sont tombés avec la souche, alors que d'autres ont été cassés. Aujourd'hui se pose le problème de l'exploitation et de la commercialisation des bois qui sont à terre. Les grumes à terre subiront une découpe de qualité. La première partie, qui va de la base du pied jusqu'au premier défaut, trouve facilement des acquéreurs à des prix moins élevés que le cours normal, mais encore intéressants. Ces bois-là seront transformés en scierie ou alors renégociés pour des marchés asiatiques. La deuxième partie, quant à elle, est considérée comme une qualité à défaut. À partir d'ici, on a fait une découpe qu'on appelle une découpe de qualité, parce que si vous remarquez bien la partie qui est plus haut dans l'arbre, il y a donc des branches, des grosses branches, et vous en voyez de plus en plus vers le haut. Donc ce bois-là, il ne peut pas être utilisé pour le même usage que la première partie de la bille. Toute notre exploitation actuellement se concentre dans la première partie de la grume, qui est donc la qualité. La deuxième partie sera faite dans un deuxième temps, soit donc pour du calage, soit pour du bois d'industrie. Et pour tout ce qui est des branches et des rémanents, on les vendra à des cessionnaires de menus produits, c'est-à-dire des gens qui vont faire du bois de chauffage avec. L'exploitation actuelle se concentre uniquement dans la première partie de la grume. C'est la première qualité qu'actuellement on arrive à vendre et c'est celle que l'on exploite en priorité, étant donné que c'est celle qui craint le plus au niveau des intempéries et qui risque fort de se dégrader dès que la sève va se mettre en route. Après la tempête, c'est l'heure des constats. Dans le pays de Bitche, on compte près de 200 000 m3 de forêt dévastée. Que vont devenir ces parties de forêt abîmées? Vont-elles subir une reconstitution naturelle ou être reboisées? Avant la tempête, on avait commencé à ouvrir de façon à ce que la lumière puisse arriver sur le sol et favoriser ainsi la régénération de jeunes plantules qui sont issues donc de la fructification des années passées. Alors, pour la suite de la tempête, on s'aperçoit maintenant que la lumière, bien sûr, il y en a énormément et qu'il y a un certain nombre de
de petits arbres qui existent déjà. Là, on en voit un certain nombre qui étaient présents et qui aujourd'hui, avec la lumière, vont se développer. Et ça va nous permettre, dans une parcelle comme celle-là, qui est quand même fortement abîmée, de ne pas être obligé de reboiser l'ensemble, mais d'essayer de profiter de toute cette régénération qui existe et simplement de compléter les zones où vraiment rien n'aurait pu arriver à germer. Quand l'arbre est abattu dans la parcelle touchée, on procède à une découpe de qualité. Puis on débarde les arbres et on les met en tas. Ces tas peuvent être différenciés en fonction de la qualité et des différentes essences. Là, on a mis les plus belles billes, celles qui a priori se vendent le mieux et celles pour lesquelles actuellement on a un débouché. Donc ça, c'est les gros bois, les billes plutôt de classe B. Ensuite, plus loin, on a mis des billes de qualité un peu moins bonne, que nous on appelle du C. Et ce bois-là, bien sûr, sera vendu de la même façon, mais un peu moins cher, puisque l'usage n'en sera pas aussi noble. On n'en fera pas du déroulage ni du mobilier. Et puis, tout au fond à droite, là-bas, on a la surbille, la partie de la grume où il y a des branches, qui va être, elle, vendue pour faire soit du calage, des palettes ou des choses comme ça, ou alors qui sera transformé par l'industrie en panneaux de particules. Et puis la dernière qualité qui est ici derrière nous, ça on appelle ça du bois d'industrie, qui donc va soit dans les papeteries, soit également dans les panneaux de particules pour des usages moins nobles. L'entreprise alsacienne Gross, spécialisée dans le terrassement et le transport, se charge de la remise en état des parcelles dévastées lors de la dernière tempête. Le principe, c'est de nettoyer les parcelles pour permettre la plantation. Et pour ça, je tire les branches et les souches vers moi pour les mettre en andin, c'est-à-dire en tas, de manière à libérer le plus de surface possible pour les jeunes pousses. Autonome et passionné, Hervé Barthes, aux commandes d'une pelle mécanique, prépare le sol à la plantation. J'essaye de tirer au milieu et puis si ça ne vient pas, j'essaye de la prendre d'un côté puis de l'autre pour essayer de casser 2 ou 3 racines à chaque fois et puis quand il n'y en reste plus beaucoup, j'arrive à la sortir, mais c'est sûr que ça demande beaucoup de puissance. En moyenne par jour, il nettoie une surface de 1 hectare. Cela est variable en fonction du terrain et du temps, bien entendu. Un métier qui n'est pas sans risque. C'est sûr, ce travail comporte des risques, surtout le fait qu'on ramène les branches et les troncs vers nous quand on travaille dans le sens de la montée, c'est-à-dire on fait des andins en montant et en descendant. Les souches ont tendance à rouler vers la machine. Et puis sinon quand on tire un grand tas de branches, on ne sait pas s'il y a un tronc en dessous et puis il risque de remonter, de taper dans la cabine ou n'importe où. Et voilà, les principaux risques. Au moyen d'un outil adapté à ce type de chantier, Hervé dégriffe le sol de manière à le décompacter. En même temps que je ramasse les branches, j'essaye toujours de griffer le sol, de décompacter pour l'aérer et pour que la plantation plus tard soit plus facile. Et donc je descends 20 cm voire plus s'il le faut dans certains endroits. Cette main-d'œuvre humaine s'avère efficace, mais elle fragilise la faune présente sur le site. Ah oui, c'est sûr, sous les branches, il y a beaucoup d'animaux qui se cachent. J'ai trouvé des couleuvres à collier, j'ai trouvé beaucoup de souris, beaucoup de grenouilles. Cette initiative de remise en état des parcelles permet de soigner les plaies. On espère une cicatrisation rapide de manière à ce que les jeunes pousses de feuillus et de résineux s'adaptent facilement à leur milieu naturel.